chose. Peut-être. On ne sait jamais. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. On commence dans 2 minutes avec M. Digo. Khalifa Diaby. On est Diaby là. Ça fait plaisir. Ouais. C'est notre musique. C'est M. Martin qui vient. Oui, Liv, merci d'être avec nous. Avec notre professeur Digo. Bonsoir tout le monde. On commence dans 1 minute. Ouais, Liv, il y a un message à Khalifa Diaby. Bonsoir, mes marketeurs. On commence dans quelques secondes avec M. Digo. Ça, c'est notre musique de... Ça, je vais vous faire un autre. Non, c'est bon. C'est bon, ça a vraiment stimulé. Ouais. Ça, c'est les envois. Bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Marketing TV Monde. Aujourd'hui, je reçois mon grand frère à moi, mon ami, le professeur Oumar Digo. Et nous allons parler d'études de marché. Nous allons parler d'études de marché. Si vous voulez vraiment maîtriser les techniques d'études de marché, je vous invite à suivre ce live, à garder jalousement cette vidéo, à la visualiser chaque 3 à 4 jours pour maîtriser les techniques d'études de marché. Les responsables marketing ne cessent de se poser des questions. Chaque jour, ils se posent des questions. Le produit que je vais lancer va-t-il satisfaire les besoins des consommateurs? Dois-je modifier mon packaging? Est-ce que je dois modifier mon design? Est-ce qu'il est opportun de lancer un nouveau produit sur le marché ou de le retirer du marché? Est-ce qu'on doit aborder un marché étranger? Les responsables politiques se posent des questions. Est-ce que je vais gagner les élections? Dois-je modifier mon discours de campagne? Comment dois-je faire ma communication digitale? Les responsables merchandising se posent également des questions. Quel type de promotion faire dans mon magasin pour implanter mon nouveau point de vente? Dois-je modifier mon canal de distribution?
Et pour répondre à ces questions, ils ont besoin de mener des études de marché. Pour répondre à ces questions, qu'est-ce qu'une étude de marché? Qu'est-ce qu'un sondage? Qu'est-ce qu'un recensement? Qu'est-ce qu'un desk research? Qu'est-ce qu'un brainstorming? Comment on calcule la taille de l'échantillon? Je reçois aujourd'hui mon frère, mon ami, M. Djigo, professeur de marketing. Merci. Enchanté. Heureux de vous recevoir sur votre plateau de marketing de votre télévision. Tout à fait, tout à fait. Merci, M. Sek. Merci, M. Djigo. Le plaisir est partagé. Merci, M. Djigo. Merci. M. Djigo va se présenter au public avant qu'on démarre, comme d'habitude. M. Djigo, Merci. allez-y, ils seront heureux de savoir qui vous êtes. Merci, chers internautes. Donc, je commence par les présentations d'usage. M. Djigo Oumar. Je suis consultant formateur en marketing et stratégie d'entreprise. Donc, M. Sek est un collaborateur de longue date, Tout à fait. avec qui donc, nous avons fait des formations intéressantes en co-animation. Donc, je pense depuis 2007-2008 jusqu'à nos jours. Tout à fait. Donc, c'est l'occasion également de rendre un vibrant hommage au doyen Salou Diop, parce que qui parle d'études de marché au Sénégal, incontestablement parle de Salou Diop. C'est la référence sûre. Salou Diop, c'est notre formateur. C'est notre formateur. Donc, il a fait de nous ce que nous sommes devenus dans ce domaine. Si peut-être, pareil, nous avons une certaine notoriété en marketing aujourd'hui, c'est grâce effectivement à lui. Donc, merci à lui, un hommage à sa famille, donc nos condoléances à ses proches aussi. Tout à fait. Voilà, merci. Que le Seigneur accorde à sa famille longue vie et qu'il nous accueille, M. Salou Diop, au paradis. Là, nous sommes en train de continuer le travail qu'il avait démarré avec l'ISMA, avec le labo marketing. M. Djigo, je vous le présente, lui c'est mon frère. Voilà la même présentation. Nous allons parler d'études de marché. M. Djigo, qu'est-ce qu'une étude de marché? Donc, comme vous l'avez si bien énoncé à l'entame de vos propos, donc l'étude de marché en général est initiée par l'entreprise lorsqu'elle doit prendre des décisions importantes. Donc, lorsqu'on doit prendre des décisions stratégiques ou des décisions opérationnelles importantes, on fait une étude de marché. Donc, en termes simples, on peut dire que c'est une collecte d'informations visant à améliorer ce qu'on appelle les prises de décision marketing. Donc, la finalité, vraiment, c'est d'éviter de prendre des décisions hâtives. Donc, en un mot, ainsi résumé, effectivement, des études de marché. Voilà. Je rappelle que nous sommes avec M. Djigo. Merci à tous ceux qui sont là. Notre collègue Khalifa Diaby, qui va peut-être bientôt passer sur le plateau. Mon ami M. Pouy, de Kiren, Diao Ibrahima Oumukebe, Adel Latouf. Merci Adel, la fidélité. Fatima Bari, Mohamed Douba, Oncle Bari, Fatima Diouf sont vos amis ça. Malik Diagne, Abdoulaye Sarr, Maya Sall, Fatima Bari, Awangi Salikwate, ils sont tous en ligne, ils sont en train de regarder M. Djigo. M. Djigo, l'étude de marché, comme il a dit, ça permet aux responsables marketing d'avoir une connaissance parfaite du marché avant de prendre la décision. Donc, on ne fait pas de l'étude de marché pour le seul plaisir, mais on le fait dans le but d'aider à la prise de décision. Monsieur Djigo, est-ce qu'on doit seulement mener des études de marché pour un nouveau produit, mais ou est-ce qu'on peut également mener des études de marché pour un produit déjà présent sur le marché? Oui, on peut. En fait, les études de marché, quand même, se présentent sous plusieurs formes. Elles se présentent sous plusieurs formes, c'est pourquoi il y a des types d'études de marché. Donc, on appelle aussi des designs d'études de marché. Donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle des études de marché amont et des études de marché aval. Donc, une étude de marché amont, c'est une étude de marché qu'on réalise avant le lancement du produit. Donc là, c'est des tests de concept, des tests de produits, des tests de marché. Vous voyez, là, c'est des études amont. D'accord? Des post-tests publicitaires, ça, c'est des études, des pré-tests publicitaires plutôt, ça, c'est des études amont. D'accord. Maintenant, études aval, là, c'est en fait des études qui sont lancées après le lancement, qui sont initiées après le lancement du produit. Donc, j'ai lancé mon produit, je bute sur des difficultés, ou bien je veux revoir en tout cas ma stratégie. Parce que quand je lance un produit aussi, les concurrents réagissent. Donc, il faut recueillir l'information, recadrer, vous voyez. Donc là, il faut faire des études aval. Mais l'un dans l'autre, que ce soit une étude amont ou une étude aval,
il y a maintenant en fait des designs, des types d'études de marché. Donc on peut bel et bien mener une étude de marché avant de lancer le produit sur le marché. Une fois également que le produit est lancé sur le marché, on peut continuer à mener des études de marché afin de prendre de nouvelles décisions. Michel Digo, est-ce que vous pouvez connaître les types d'études qui existent? Vous avez parlé tout à l'heure de design d'études de marché. Quels sont les types d'études, quels sont les types de design d'études de marché qui existent? Donc, je rappelle que M. Diong, directeur de IPAM, qui est l'une des meilleures écoles de marketing du Sénégal, est en ligne. Bonjour M. Diong, bonjour. Vous le connaissez? Je le connais pas. Excellent. Nous avons eu à collaborer il y a quelques années. Très bien. Vraiment avec beaucoup de succès aussi. Il fait de belles choses à la pièce. D'accord. On parlait des types d'études de marché qui existent. Effectivement. Donc pour ce qui est des designs d'études de marché, on peut citer les études expérimentales. Les études expérimentales. On appelle aussi les tests. Les tests. C'est-à-dire donc c'est des tests que je fais, des tests de produits, des tests de marché, des tests de concept, des pré-tests publicitaires, voyez, des post-tests publicitaires, des tests de prix, par exemple, le prix psychologique, voyez, des tests de conditionnement. Donc tout ça, c'est des études expérimentales qu'on appelle entre autres des tests. Alors il y a des études omnibus. D'accord. Il y a aussi ce qu'on appelle des études, en fait, il y a donc les tests, il y a les études omnibus, il y a ce qu'on appelle des études quanti, des études quali, des études documentaires, etc. Donc il y a plusieurs designs en fait d'études de marché. Tout à fait. Voilà. Donc si on revient un peu sur les études, donc pour résumer, en réalité le responsable marketing en faisant des études, ce qu'il fait c'est collecter de l'information. Voilà. Donc j'ai oublié d'insérer aussi un modèle qui est très intéressant dans la grande distribution, les études panélistes aussi. Les panels de distributeurs, les panels de consommateurs. Donc, ces études panélistes-là sont des études qui sont faites sur un échantillon de consommateurs ou de distributeurs permanent. D'accord. Mais est-ce qu'au Sénégal, il y a des panels? Je ne m'en connais pas. Les études panélistes, j'avoue, ne sont pas en fait exploitées à leur juste valeur au Sénégal. D'accord. Je pense que c'est un chantier effectivement vierge qui mérite d'être effectivement exploité. Tout à fait. Et moi personnellement, je crois qu'un panel est plus sérieux qu'un sondage. Tout à fait. Bon, la limite avec les panels, effectivement, des fois il faut varier l'échantillon. Donc c'est un petit peu ça la limite parce que à force d'interroger un échantillon permanent, à un moment donné, les risques de biais, effectivement, peuvent apparaître. Effectivement. D'accord. Merci à tous ceux qui sont là, Sadia Sissoko, Ismaël Amar, Oumar Khan, Mam Cheikh Ndong, Zeyna Ali Sey, Madame Dieye, M. Diong, merci M. Diong, Zeyna Ali, Mounas Touré, Mustafa Sek. Merci à vous tous et à tous ceux qui n'ont pas été cités. Donc on a vu tout à l'heure les différents types d'études de marché. Comment Je crois que M. Digo, pour mener l'étude de marché, il y a un schéma type à suivre. C'est vrai que pour collecter les informations avant le lancement de nouveaux produits, les informations qu'on va collecter ne sont pas les mêmes que nous allons collecter lorsqu'on doit tester une campagne publicitaire. Mais est-ce qu'il y a un schéma type pour réaliser une étude de marché? Oui, effectivement, il y a une méthodologie, à suivre pour réaliser une étude de marché. Mais comme on dit, on est dans une discipline quand même qui est très transversale. Il y a des cas où, effectivement, on peut ne pas carrément respecter la méthodologie. D'accord. Parce que, comme par exemple, on prend le cas par exemple d'une multinationale aujourd'hui, ou bien d'une entreprise qui veut s'implanter à l'étranger. Donc, une technique très simple, organiser une mission de prospection internationale. Tout à fait. Ouais, donc bien recourir aux techniques d'observation, bien recourir aux techniques de benchmarking concurrentiel et le problème est réglé. Donc ça dépend en fait, ça dépend. Même l'observation est une très bonne technique d'étude. Mais quand même, si on se base sur la littérature du marketing, effectivement, il y a une méthodologie à suivre, à respecter pour faire une étude de marché. Cette méthodologie en général comporte 5 phases. Donc, entre autres, il y a ce qu'on appelle la phase de pré-diagnostic qui permet donc d'identifier le problème avant, bien entendu, d'aller à la phase de recherche. Donc, le problème, en tout cas, pour le solutionner, il faut d'abord l'identifier. La partie identification du problème, parce qu'un problème, en fait, c'est un état par rapport à une norme. Donc, dès qu'on sort de la norme, on est face à un problème.
Donc, derrière, le pré-diagnostic nous permet d'identifier effectivement le problème. Et maintenant, le problème, une fois identifié dans la partie pré-diagnostic, on va passer à la deuxième étape qu'on appelle la détermination des objectifs de l'étude. Donc, la détermination des objectifs est aussi très importante. Donc, j'identifie mon problème, je me fixe des objectifs. Donc, à deux niveaux, il y a ce qu'on appelle l'objectif général de mon étude de marché, qui est lié à l'intention de vouloir résoudre le problème. Mais derrière aussi, il y a des objectifs spécifiques qui consistent à dégager le budget de l'enquête, à définir son délai de réalisation, et au-delà, c'est des objectifs spécifiques. Donc, le problème, une fois identifié et les objectifs clairement déterminés, nous allons ensuite passer en fait à la collecte ou au recueil d'informations. Mais il est important de signaler que la collecte d'informations toujours passe par un processus en 3 phases. Donc, beaucoup de gens parlent d'emblée d'études documentaires. Non, il faut suivre donc, les étapes. Donc, ça veut dire, dans la collecte d'informations toujours, on commence par une recherche documentaire qu'on appelle desk recherche, une source secondaire d'informations. Donc, c'est toutes les informations basées sur des documents. Mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que le document, c'est seulement un document écrit. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique. Donc, les documents, ça peut être des documents écrits, ça peut être des documents audio, ça peut être des documents audiovisuels, mais aussi ça peut être des documents numériques. Des fichiers pour télécharger. Effectivement. Donc, toute cette panoplie de documents-là devra être exploitée dans la recherche documentaire. Maintenant, cette recherche documentaire, qu'elle soit audiovisuelle, numérique, etc., doit être scindée en 2 dossiers. Donc, à partir de sources documentaires internes, collectées au sein de la structure, et de sources documentaires externes, collectées effectivement dans ce qu'on appelle notre environnement. Et bien entendu, dans l'environnement aujourd'hui, on peut recourir à Internet. Donc, il y a des moteurs de recherche, les ministères de tutelle. Au Sénégal, il y a l'ANSD qui nous fournit des informations très riches. Il y a la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Il y a l'APIX également qui peut nous fournir des informations intéressantes. Le CREA, donc Centre de recherche et d'économie appliquée, donc à l'université Cheikh Anta Diop. Le CREDILA. Donc autant de structures quand même qui peuvent nous fournir des données, secondaires, donc externes, de très bonne qualité. Bien entendu aussi, ne pas oublier des travaux de recherche, les mémoires, les rapports de stage, les thèses, les ouvrages, tout ça, ça fait partie en fait de la recherche documentaire ou des sources secondaires d'informations, appelées également information second-hand. Donc, pour préciser, en fait, les sources secondaires d'informations sont des informations brutes qu'on a trouvées sur place, soit dans l'entreprise, soit dans son environnement, mais informations réutilisées, réexploitées. Donc, dans le but de résoudre un problème bien précis. Donc, dans la collecte d'informations, dont je reviens, on suit un processus en 3 étapes. Première étape, étude documentaire, ou sources secondaires d'informations, sources internes, sources externes. Bien entendu, elles peuvent être publiques comme privées. Elles peuvent être nationales ou internationales. Donc, ces sources-là, en général, ont un caractère binaire. D'accord. Donc, public, privé, national, international, etc. Alors, après les études documentaires, qu'on appelle sources primaires d'information ou sources secondaires d'information, parce que c'est des informations qu'on n'a pas créées, c'est des informations qu'on a réutilisées, réexploitées, bien entendu. Donc, ces informations secondaires, en général, sont complétées par des informations primaires. Alors, quand on dit sources primaires ici d'information, c'est des informations qu'on va donc collecter à partir d'études de terrain. Elles n'existent pas, c'est nous qui les créons. À nous maintenant d'aller vers l'information. Et maintenant, ces informations que nous allons nous-mêmes créer, produire à partir d'études de terrain, on les appelle donc des sources primaires d'information. Et maintenant, entre autres sources primaires d'information, il y a ce qu'on appelle les études qualitatives et ensuite les études quantitatives. Donc, si on résume, première étape de la méthodologie pré-diagnostic pour identifier le problème. Deuxième étape de la méthodologie, donc détermination des objectifs. Troisième étape de la méthodologie, collecte d'informations, recherche d'informations.
Maintenant, dans la recherche d'information, première étape, recherche documentaire. Deuxième étape, étude qualitative. Troisième étape, étude quantitative. Maintenant, que ce soit les études quali ou études quanti, il y a des outils qu'on va utiliser. Peut-être qu'on va revenir dessus tout à fait. Au moment où vous parlez d'études quantitatives, M. Issa Gueye, professeur de statistique, vient de se connecter. En études quantitatives, on va parler peut-être de moyenne, de médiane, de créative, etc. Bonsoir, le professeur Gueye. L'étape suivante, si on a les informations, on a collecté toutes les informations. On rappelle, identification du problème au cours du pré-diagnostic, première étape. Deuxième étape, détermination des objectifs de l'étude. Troisième étape, collecte d'informations. Quatrième étape maintenant, les informations collectées, que ce soit donc, de nature primaire ou secondaire, doivent être donc exploitées. L'exploitation des données, c'est ça qu'on appelle l'analyse et l'interprétation des données. En termes simples, c'est ce qu'on appelle le dépouillement. D'accord? Donc, ça, c'est la quatrième étape de la méthodologie de l'étude de marché. Maintenant, c'est vrai que c'est des données. C'est des données qu'il faut dépouiller. Donc, un dépouillement se fait aussi à partir d'une méthodologie. Quand je fais un dépouillement, je commence par d'abord analyser les données et ensuite les interpréter. Donc, quand on fait une analyse de données, d'abord, l'idéal serait d'abord de commencer par ce qu'on appelle la vérification préalable. Je reprends tous les questionnaires pour voir s'il n'y a pas d'erreur matérielle, des questions incomplètes. Ça, c'est ce qu'on appelle les incongruités en fait. D'accord? Donc, quitte à retourner sur le terrain pour compléter, bien entendu, certaines informations manquantes. C'est pourquoi dans le questionnaire, on met les questions d'identification ou signalétique. Donc, c'est extrêmement important aussi. Donc, dans le dépouillement, la première étape, c'est l'analyse des données. Dans une analyse de données, on procède d'abord à une vérification préalable. La vérification préalable, une fois effectuée, on passe en fait à la codification. La codification donc va consister à présenter les informations recueillies, collectées sous forme de tableaux et de graphiques. Les tableaux et graphiques, donc ça qu'on appelle la codification. Donc les informations sont traduites sous forme de code. Là, c'est la codification. Maintenant, la codification, une fois effectuée, donc c'est la deuxième composante de l'analyse des données. Après, maintenant, on passe à l'interprétation des données. Maintenant, pour interpréter les données, on fait d'abord ce qu'on appelle des tris. Des tris à plat ou des tris croisés. Est-ce qu'on fait comme les vieux professeurs de statistique, là, on prend des marqueurs ou bien des craies, on dessine des carrés, ensuite on barre, ou bien il y a des logiciels qui peuvent faire tout ça? Oui, aujourd'hui par exemple, nous pouvons utiliser des logiciels spécifiques, donc adaptés, comme le SPENS, comme le SPSS, effectivement, pour faire ces analyses de données. Mais d'un point de vue académique, donc, l'analyse des données ici, je vais y revenir au logiciel et même aux applications digitales aussi. D'accord. Donc, dans l'analyse des données aujourd'hui, on a dit, bon, pour analyser les données, on vérifie, on codifie. Après vérification et codification, on passe à l'interprétation. On fait des tris à plat, tris croisés. On parle de tris à plat ou tris simple lorsqu'on fait des analyses univariées. Maintenant, on est dans le langage statistique. Et ce, chaque question dans le logiciel. Pour ceux qui nous suivent, c'est une seule variable. Une seule variable, une seule question. Une seule question, d'accord. Quand je prends une seule question pour l'analyser, là je fais ce qu'on appelle une analyse univariée. Par exemple, lorsque je pose la question, quel est votre sexe? Si vous variable dites, sexe. Variable sexe, on fait tant d'hommes, tant de femmes. Voilà. Là, c'est une analyse univariée. D'accord. Donc, une analyse univariée débouche maintenant sur ce qu'on appelle un tri à plat ou un tri simple. D'accord. Avec un bon tableau de codification qui l'accompagne, représenté graphiquement ou de façon, soit de façon graphique ou de façon tabulaire. Là, c'est le tri à plat ou tri simple qui est utilisé pour les analyses univariées. D'accord. Quand je veux faire une analyse multivariée, là, on peut même dire, avant de passer aux analyses multi,
On peut prendre les analyses bivariées. Ou tableau croisé. Voilà, le tableau croisé. Donc les tableaux croisés en réalité, c'est des analyses bi et multi. Bi et multi, d'accord, d'accord. Donc on parle d'analyse bivariée lorsque l'analyse porte sur deux variables. D'accord, tout à fait. Par exemple, consommez-vous Coca-Cola. Coca-Cola, variable consommation. Quel est votre sexe? Quel est votre sexe? On croise. Variable consommation, sexe. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la consommation et le sexe? Très bien, très bien. C'est ça qui permettra de dire, ah attention, tant de pourcents des personnes qui consomment Coca-Cola sont de tel sexe. Très bien. Si maintenant j'ajoute l'âge, là, à partir de 3 variables, je pourrais maintenant faire une analyse multivariée. Toujours. Tant de pourcents des personnes qui consomment Coca-Cola sont de sexe masculin et ont tel âge. Là maintenant, je suis carrément dans la segmentation et la contre-segmentation. D'accord. Et c'est très important. Et ça permet de faire maintenant côté produit du one-to-one. Ou bien du marketing tribal. D'accord. Et c'est vrai, maintenant, on est en train de mettre tout ça au profit de la prise de décision. D'accord. Donc, oui, on était à l'étape 4. Donc, je précise toujours, pour ce qui est donc de l'interprétation, il y a les tri, selon que ce soit des tri simples ou tri à plat. On parle de tri simple ou tri à plat dans le cadre d'une analyse univariée. Maintenant, on parle de tri croisé. À chaque fois que je fais une analyse bivariée, une analyse multivariée, on l'appelle aussi analyse multicritère, une analyse multidimensionnelle. Donc, dans une analyse bivariée, une analyse multidimensionnelle, je fais ce qu'on appelle un tri croisé. Le tri croisé me permet de faire donc, la corrélation entre deux variables. Une variable explicative et une variable expliquée. Quand c'est une analyse bivariée, ou bien une variable explicative et des variables expliquées. Donc, là, carrément, on est dans la partie analyse des données. D'accord. Et l'étape 5? L'étape 5, c'est la rédaction du rapport. Vous savez lorsque j'étais étudiant, comment j'ai retenu ça? Je disais DERAP, définition du problème, élaboration du plan d'étude, recherche d'information, analyse, rapport d'étude. C'est comme ça que j'ai, en deuxième année marketing, je me rappelle très bien. C'est comme ça que je m'approprie donc le DERAP. Je m'approprie. Voilà les 5 étapes de Michel Dugo. Mais c'est important aussi, par rapport à la question en rapport avec les logiciels. Il y a un de nos étudiants qui demande à ce qu'on revienne sur les logiciels, surtout gratuits. Je vois son message. D'accord. C'est Zeina Alissé. Parlez-nous des logiciels et applications, surtout gratuits. Si ça vous permettez-moi de saluer les amis qui vous suivent, M. Digo. Ismaël Amar, merci d'être là. Sissao qui nous suit depuis l'Espagne. Chaque soir qu'on est là, il est là avec nous. Galaxy Group Tiawan, c'est mon ami Cheikh Tidiane. Vraiment, lui, c'est mon marabout, comme j'ai l'habitude de dire. C'est-à-dire que depuis Tidiane, c'est la même chose. Nous sommes des frères. Oumar Khan, merci Oumar, merci à tous ceux qui l'ont. Sega Badi, Cheikh Mam Chiandong, merci beaucoup. Adjafar Bidou depuis Touba, Khalifa Diaby, merci à tous ceux qui sont là. Monsieur Digo, vous disiez? Donc, pour ce qui est donc des analyses de données, effectivement, pour répondre à la question de tout à l'heure, au lieu de passer des journées à dessiner des tableaux, des graphiques, à faire des algorithmes, parce que aussi, je pense qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé dans la partie analyse de données. Parce qu'on a dit dans l'interprétation plutôt. On a dit dans l'analyse, il y a la vérification préalable et la codification. Mais dans effectivement l'interprétation, il y a les tri simples, les croisés, mais aussi il y a les tests. Les tests. Moyenne, variance, écart type. Le test le plus utilisé, c'est le test paramétrique de Kide, X carré. Et c'est vrai. Maintenant, aujourd'hui, au lieu de passer votre journée à écrire, vous voyez, à faire des calculs, des logiciels comme le Sphinx, le SPSS, vous permettent, à partir d'un clic, d'avoir l'information. Donc, la partie analyse de données, aujourd'hui, est traitée de façon très aisée, donc, avec, bien entendu, des logiciels comme le Sphinx, le SPSS, etc. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du digital aussi, nous sommes à l'ère du digital, il y a des applications très simples qu'on peut utiliser pour effectivement faire un joli questionnaire, donc, analyser nos données, donc, avec même des canaux beaucoup plus accessibles
et moins coûteux. Aujourd'hui, par exemple, on prend des logiciels, des applications open source, hein, des applications open source comme Google Forms, vous voyez, une application comme SurveyMonkey, oui, SurveyMonkey qui est très disponible. Qui est très disponible, effectivement. Ça, c'est des applications open source. Jusqu'à un certain niveau, bien entendu. Bon, je pense que jusqu'avec 10 questions, vous pouvez utiliser ces applications. Donc, dépasser les 10, vous êtes obligé donc de passer à la version Pro, donc qui est payante. Donc, les applications sont des applications qu'on peut avoir sur le net. Donc, pour Google Forms, par exemple, à partir de votre compte Gmail, vous avez la possibilité, à partir du compte Gmail, d'aller sur les applications de Google. Donc, une fois sur les applications de Google, vous allez sur le Drive. Donc, à partir du Drive, vous allez voir, vous cliquez sur Nouveau et vous verrez toutes les options. Et vous verrez certainement ce qu'on appelle Google Forms. Qui permet de faire des questionnaires. Des formulaires d'enquête, donc des questionnaires. Donc, et instantanément ici, l'avantage, ça vous permet d'envoyer ça par mail. Ça vous permet d'envoyer effectivement via les réseaux sociaux et d'avoir des réponses instantanées. Donc à temps réel, vous avez les réponses et ça se présente instantanément sous forme de tableau, de graphique, etc. Donc l'avantage aussi, il y a un autre avantage, c'est effectivement l'option mobile. Nous sommes à l'ère du digital aussi. Du mobile marketing. Comme tous, nous sommes des mobinotes. C'est ça, tout à fait. L'avantage du mob, c'est qu'il est facile à transporter. Donc on l'a à portée de main. Donc ici, on a la possibilité également d'aller sur Play Store et de télécharger Google Forms. Vous voyez? Donc vous suivez la consigne, suivant. Vous synchronisez avec votre compte Gmail et c'est bon. Voilà. Donc voilà. L'autre application, je pense, c'est SurveyMonkey. Oui. Donc vous pouvez aussi l'avoir à partir de l'ordi ou bien télécharger ça sur Play Store. Donc suivre les consignes. Et voilà. Donc l'avantage des applications mobiles, c'est que vous avez la possibilité d'envoyer par mail, vous avez la possibilité d'envoyer par SMS, vous avez la possibilité d'envoyer par WhatsApp, voyez, par CM transfert, par Bluetooth, par Instagram, etc. Donc les moyens de diffusion sont nombreux et bien entendu pas coûteux. À la place d'un enquêteur qui va coûter 9 000, 10 000, 12 000 jours, vous utilisez ces canaux et vous atteignez vos objectifs. Mais je précise, le digital aussi a ses limites. D'accord, tout à fait. Ses limites aussi. Peut-être que vous allez revenir pour aussi le digital et sur le CRM. Monsieur Dugo est chez lui, il est chez lui. Ça, c'est sa télé. Voilà, donc, chers amis, pour résumer ce que M. Dugo nous a dit tout à l'heure, je sais que je ne pourrais pas tout dire, il nous a parlé des 5 étapes de la démarche d'études de marché. Il a rappelé au départ que les études de marché ne se font pas de la même manière, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc au niveau des types d'informations à rechercher, il nous a demandé d'abord de rechercher des informations documentaires. Les informations documentaires, il a dit que ces informations documentaires-là peuvent être internes ou externes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut avoir en interne des informations documentaires pour ceux qui nous suivent? Effectivement. Donc les informations documentaires en interne, ici, sont des informations qui sont en général collectées dans le système d'information de l'entreprise. Le SIM, dans le SIM. C'est pas le SIM, c'est pas la carte SIM, mais ici nous avons aussi le SIM à marketing, le système d'information marketing. Bon. Je vais même un peu nuancer mes propos parce que quand on dit système d'information marketing, on passe un peu à côté. Parce que le système d'information marketing est un peu plus large. D'accord, merci. Je vais parler de système d'information interne. Ou système d'information de l'entreprise. Donc dans un SIM, il y a le système d'information de l'entreprise qu'on appelle le système d'information interne. Il y a le système d'intelligence marketing et les études de marché. Les études de marché sont une composante du SIM. D'accord, merci merci de l'appeler. C'est important aussi. Donc les sources documentaires internes ici devront être sécrétées au niveau du système d'information de l'entreprise. Maintenant, dans le système d'information de l'entreprise,
une entreprise est structurée en organigramme. Dans l'organigramme, il y a des directions fonctionnelles. Donc, ça veut dire quoi? C'est des documents qu'on va sécréter au niveau des différentes fonctions de l'entreprise. Au niveau de la comptabilité, comme document, le bilan. La balance, le compte de résultat. Vous voyez, dans la direction marketing, les études de marché antérieures plutôt. Les rapports des commerciaux, les procès-verbaux, au niveau de la direction. Tout ça, c'est, voyez, donc au niveau de la logistique, tous les documents pouvant donc être collectés en interne sont ici appelés sources documentaires internes. Donc nous avons les informations secondaires, descripteurs, nous avons les informations internes, les informations externes. Il nous a parlé tout à l'heure de tout ce qu'on peut collecter comme information dans l'environnement immédiat de l'entreprise pour reprendre ces termes. La chambre de commerce, les ministères, l'APIX, les ambassades. Nous avons également l'Internet, les revues et même les associations de défense des consommateurs. Après ces informations secondaires, on passe aux études qualitatives. Tout à fait. Enfin, aux études quantitatives. Qu'est-ce qui différencie l'étude quali de l'étude quanti? Et pourquoi on commence par l'étude? Bon, je vais respecter ce que M. Salud nous disait. On pose toujours une seule question, pas deux questions à la fois. Donc on va d'abord régler la première question. Double, comme il a l'habitude de dire. Je me rappelle bien. Une question double, comme disait Salud. Voilà, on va leur poser une première question. Pourquoi les études quali avant les études quanti? Ok. Donc, pourquoi les études quali avant les études quanti? Je vais répondre à la question avant maintenant d'entrer en profondeur. Parce qu'une étude quali d'abord, une étude qualitative, en réalité, c'est une étude qui permet de comprendre le comportement. Donc, dans l'étude qualitative, on va poser une série de questions. Qui, c'est pour connaître la cible, pourquoi, comment, où. Voyez, qui, la cible, pourquoi, motivation, frein, voyez, quand, moment d'achat privilégié, et ça va impacter sur les prévisions. Et c'est où les points de vente les plus appropriés. Là, c'est une étude qualitative. Et maintenant, cette étude qualitative, en réalité, permet de dégager des hypothèses. Tant de pourcents des clients qui n'achètent pas le produit. Vous voyez, tant de pourcents par exemple, ou bien, non, je ne vais pas dire pourcentage, les clients n'achètent plus mon produit pour telle raison, telle raison, telle raison. Les freins. Vous voyez, donc ça c'est les freins. Mon point de vente est fréquenté pour telle raison, telle raison, telle raison. Tout ça c'est des études qualitatives, ça permet de comprendre un phénomène. D'accord. Maintenant, sur la base des études quali, je peux dégager des hypothèses maintenant pour mesurer l'ampleur du phénomène. Là, on passe à l'étude quanti. Là, maintenant, on passe à l'étude quantitative. Et là, maintenant, dans une étude quanti, là, on mesure. D'accord. Donc, l'étude qualitative décrit. L'étude qualitative descriptive. Et l'étude quantitative est une étude donc, qui mesure, qui va poser la question du combien. D'accord. Et c'est vrai. Très bien. Maintenant, la deuxième question. Pourquoi on fait toujours l'étude quali avant l'étude quanti? Ou bien on peut mélanger comme on veut? Non, parce qu'on a dit l'étude quali débouche sur l'étude quanti. C'est les hypothèses qu'il faut vérifier dans l'étude quantitative. Donc, dans une étude quali, je dégage des hypothèses qui pourront donc faire l'objet de vérification dans une étude quantitative. Il y a Ibrahim Mandanda sur les Mandiaï qui vous salue, qui dit que c'est aussi clair que dans l'amphi. Madame, merci. Magui Tierno Gay, Iboula Gay, professeur de marketing. Iboula, je vous attends, hein, il doit passer lui aussi. Il est à l'ISM, Papignan, Toumani Sissoko. Depuis quoi là? Merci à tous ceux qui sont là. Maya Sal pose une question. Serait-il possible de faire une étude qualitative sans questionnaire? Apparemment, ouais, parce qu'en fait, dans une étude qualitative, on n'utilise pas le questionnaire. Il y a ce qu'on appelle des techniques qualitatives. D'accord. Vous l'aider à revenir un peu sur ces outils-là? Oui, les outils qui sont utilisés dans une étude qualitative, c'est le brainstorming. Donc, un brainstorming carrément est ouvert. Donc, dans un brainstorming, l'idéal, c'est de regrouper une cible comprise entre 6 et 12 personnes. Donc, autour d'un animateur assez chevronné quand même. Des fois, s'il faut faire appel à un psychologue qui va donc animer. Donc, l'objectif du brainstorming, c'est surtout de développer la diversité. Donc,
provoquer ce qu'on appelle l'exubérance. Donc, ça veut dire, dans une étude quali, n'oubliez pas que le chargé d'études en général, c'est quelqu'un qui ne connaît pas tout à fait l'environnement. Une étude qualitative donc, lui permet, avec la diversité des informations recueillies, donc, de glaner un maximum d'informations. Donc, on ne cherche pas la représentativité. Non. Donc là, carrément, c'est la bienvenue même qui est souhaitée. Donc, donc, un brainstorming doit être quand même assez détendu. Assez détendu. Donc, pour permettre à chacun, donc, à tous les participants, donc, de s'exprimer librement. Donc, et aucune idée d'emblée n'est rejetée. Hein. Toutes les idées sont les bienvenues. D'accord. À part le brainstorming, il y a les entretiens. Entretien individuel. Il y a ce qu'on appelle les entretiens directifs, les entretiens semi-directifs. Mais maintenant, dans les entretiens directifs, donc, il y a une direction. Il y a ce qu'on appelle les entretiens directifs et les entretiens non directifs. Donc, dans un entretien, ici, je précise, dans le brainstorming, c'est le groupe qui est interrogé. Maintenant, les personnes qui ont effectivement donné des idées intéressantes, il est important de les prendre séparément pour approfondir l'information. Donc là, maintenant, il faut les prendre individuellement. Parce que le brainstorming a des limites. Liées surtout à l'effet groupal. Parce qu'avec l'effet groupal, il se peut que certaines personnes ne s'expriment pas comme elles le souhaitent. Donc, pour éviter des situations comme ça, il faut recourir à une méthode complémentaire. C'est des méthodes qui se complètent. Donc, les entretiens complètent les brainstorming. Maintenant, les entretiens, on peut les classer en deux catégories. Si on veut trois maintenant, mais le plus souvent, on peut utiliser les entretiens directifs et les entretiens non directifs. Donc, directif ou non directif, il y a une direction. Non directif, on ne vous impose pas une direction. La personne qui est prise individuellement, donc on lui laisse la liberté de s'exprimer librement par rapport à un thème. Et dans laquelle les entretiens, on a besoin de guide d'entretien. C'est dans un entretien directif parce que le guide ici, c'est la direction qu'on vous impose. D'accord. Et vous voyez, donc tout est dirigé. Parce que dans un entretien non directif, il peut arriver qu'il y ait des dérapages. Donc la personne peut effectivement faire un sujet. Et l'entretien directif est plus précis et dure moins de temps. Maxime. Ça grand pour saluer. Merci beaucoup, Madame. Mais ça dit également qu'on a bien répondu à sa question. Donc on était au type d'études documentaires, qualitatives. Donc brainstorming, entretien individuel, test projectif. Donc il s'inspire aussi de la psychanalyse de Sigmund Freud. Donc pour vraiment prêter à autrui ce qu'on ressent. Donc là, carrément, c'est une technique qualitative qui est très intéressante aussi, qu'on appelle test projectif. Mais aussi dans les techniques qualitatives, on peut aussi ajouter l'observation. Donc il y a d'autres techniques quand même qualitatives, mais les plus utilisées, c'est le brainstorming, les entretiens individuels, les tests projectifs et l'observation. Maintenant, c'est dans les entretiens individuels directifs qu'on utilise un guide d'entretien. Or, maintenant, un questionnaire est utilisé dans les techniques quantitatives. Donc, mais ça, j'espère que ça a été très clair. Maintenant, une fois que ces informations sont recueillies, on les analyse. Avec des logiciels, on a vu tout à l'heure le Sphinx, avec tout ce qu'on pouvait faire, tri simple, tri à plat, tri croisé. Nous avons également les tests. Les tests, je me rappelle de Michel Salibio, les tests de Kolmogorov. Voilà, c'est ça. Les tests de Kide. Les tests de Kide. Voilà, donc. Comme il avait l'habitude de dire, on écrit Kide, mais on lit Kide. C'est Issa Gueye aime très bien, professeur de statistique, qui nous suit lui aussi. Maintenant, ces informations-là, une fois qu'elles sont collectées, analysées, on passe maintenant à l'étape de l'élaboration du rapport. Et le rapport-là, on va le présenter peut-être devant le commanditaire de l'étude de marché. Tout à fait. Je rappelle que nous sommes avec M. Dugo, professeur de marketing, et nous parlons ce soir d'études de marché. M. Dugo, nous allons maintenant passer aux études qualitatives. Tout à l'heure, nous avons développé un peu l'étude quali. Est-ce qu'on peut entrer en profondeur dans l'étude qualitative? Je rappelle que vous avez dit que c'était pour mesurer. Tout à fait. Et pour élaborer l'étude. Avant d'entrer dans l'étude quantitative, proprement dit, je vais poser quelques questions à M. Dugo. La différence qu'il y a entre recensement et sondage. Oui, en fait, recensement et sondage,
sont des techniques quantitatives. Donc, quand on dit technique quantitative, beaucoup de gens pensent à recensement et sondage seulement. Mais il y a une autre aussi technique, le comptage. Le comptage. Et c'est vrai. Donc, on fait un recensement. Le recensement, c'est une méthode quantitative qui consiste à interroger toute la population étudiée à partir d'un questionnaire. Est-ce que ça sera par protection, on doit interroger toute la population? Oui. Le recensement est très coûteux, effectivement. Est-ce qu'il y a une alternative? L'alternative, c'est le sondage. Voilà. Donc, le sondage ici va consister maintenant à interroger une maquette ou bien une partie ou un sous-ensemble de la population qu'on appelle échantillon. Ça veut dire que donc, est-ce qu'on peut interroger n'importe quelle partie de la population, mais il y a des préalables? Comme j'ai dit, dans l'étude qualitative, on a identifié une cible. Par rapport à la cible, on a une base de sondage. Si on utilise les méthodes d'échantillonnage probabilistes. Donc, il y a plusieurs méthodes d'échantillonnage aussi. Les méthodes d'échantillonnage probabilistes, les méthodes d'échantillonnage empiriques et les méthodes d'échantillonnage budgétaires. D'accord. Maintenant, pour l'échantillon, l'échantillon, on va dire, c'est la partie de la population à interroger dans le sondage. Donc, quand je fais un sondage, je n'interroge pas toute la population, j'interroge un sous-ensemble, une partie de la population, qu'on appelle échantillon. Est-ce qu'il est utile que ça soit représentatif ou bien c'est pas la peine? L'échantillon doit être représentatif pour autoriser ce qu'on appelle une inférence statistique. D'accord. Ça veut dire que non, l'échantillon doit être représentatif de la population pour autoriser ce qu'on appelle une inférence statistique, c'est-à-dire la possibilité de généraliser, d'extrapoler. C'est pas derrière on dégage une marge d'erreur, mais aussi un seuil de confiance. C'est quoi le concept? Marge d'erreur, c'est le confiance? Le seuil de confiance ici, par exemple, le plus utilisé en marketing, c'est par rapport à la fiabilité du résultat. C'est un seuil de confiance en général de 95%. Même sur Spence, c'est paramétré, verrouillé 95%. Voilà, maintenant il y a d'autres seuils de confiance, 99%. Pour ceux qui font des sondages politiques. Voilà. Donc là, c'est le seuil de confiance. Donc, pour en général un seuil de confiance de 95%, on dégage une marge d'erreur possible de 5%. D'accord. Ça veut dire quoi, une marge d'erreur de 5%? Ça veut dire que les résultats sont fiables à 95%? D'accord. Voilà. Donc, c'est utilisé aussi dans les sondages politiques, mais à condition d'avoir la base de sondage. Or, si on raisonne marketing politique, la base de sondage, c'est le fichier électoral. Est-ce que vous suivez? Ce qui est très très important. Donc, si on a le fichier, on peut calculer la taille de l'échantillon. C'est ça. En utilisant une formule. Laquelle? N égale P carré PQ sur E carré. D'accord. On va apporter le tableau. Ici, sur Marketing TV, nous avons tout. C'est important pour les auditeurs, pour les téléspectateurs. On va dévoiler le tableau tout neuf pour le professeur Dibou. C'est ça que je vous laisse. Non, là c'est la même chose qui est écrite. Non, je vais inaugurer le tableau. J'écris très mal. Je ne veux pas dévoiler mes lacunes. C'est le digital. Ouais, j'écris très mal. N égale, vous avez dit grand T au carré. Ah, attention, monsieur Sack. Ouais. Vous êtes en train de piéger nos amis. Parce que grand N, c'est la taille de la population. Donc, je mets N. Donc, quand je fais un recensement, j'interroge grand N, population. D'accord. Quand je fais un sondage, j'interroge petit n, l'échantillon. Donc, avant de passer, on peut dire, et si on fait petit n sur grand N, on a quoi? Ah là, fois 100, on a le taux de sondage. Merci. Attends, on a le taux de sondage. Ça, c'est le. Jacob, depuis hier soir, il est trop de cette formule-là. Ah, Jacob. d'accord. Donc, n égale à grand T carré fois P fois Q sur E carré. Bon, moi, j'écris très mal. Hein. Ah. Attends, on a tout ici. Passeur. Ouais, on a tout ici. Je ne vais pas pour vous. Merci, professeur. Donc, la taille de l'échantillon N égale T carré, PQ, E carré.
D'accord, d'accord. Donc ça, c'est la formule de base pour effectivement une méthode d'échantillonnage probabiliste, qu'on appelle aussi méthode aléatoire. D'accord. Donc, on va dire les méthodes probabilistes, aléatoires, etc. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les différents concepts pour ceux qui nous suivent? Oui, en fait, d'abord, pour mettre en place une méthode d'échantillonnage probabiliste, il nous faut forcément ce qu'on appelle une base de sondage. D'accord. Qu'on appelle aussi une population mère. D'accord. D'accord. Vous écrivez bien, M. Diouf. Vous écrivez très bien comme un médecin. Oui, la base de sondage ou la population mère, si on raisonne par exemple sondage politique, la base de sondage ou population mère, c'est le fichier. C'est le fichier. Si par exemple, maintenant, une base de sondage aussi, c'est une liste énumérative. C'est-à-dire d'abord, elle est exhaustive, elle va de 1 à. Elle est numérotée, elle est non répétitive. Ça veut dire quoi? Il faut enlever tous les doublons. Il faut enlever tous les doublons. D'accord. Donc, ça veut dire que dans maintenant la base de sondage ou la population mère, qui est une liste exhaustive, numérotée et non répétitive, on va extraire maintenant ce qu'on appelle notre échantillon grâce à la formule n égale t carré pq e carré. D'accord. N, avec n, la taille de l'échantillon. T, c'est un coefficient statistique qu'on appelle le coefficient de la loi normale. Donc, la valeur du coefficient de la loi normale dépend du seuil de confiance. Donc, pour un seuil de confiance, par exemple, de 99%, T est égal à 2,57. On peut même dire 2,57, mais des fois même c'est arrondi à 2,7. Donc, pour pallier souvent aux non-réponses. Il y a certains même qui mettent 2,58. Mais l'idéal, c'est 2,57 arrondi à 2,7. D'accord. Donc, pour pallier éventuellement aux non-réponses, afin de créer ce qu'on appelle un redressement statistique. D'accord. Donc, T, c'est le coefficient de la loi normale, dont la valeur dépend du seuil de confiance. Donc, lorsqu'on a un seuil de confiance de 99%, T est égal à 2,57 ou 2,7. D'accord. Pour un seuil de confiance de 95%, le plus utilisé en marketing, T est égal à 1,95 à 1,96, mais le plus souvent aussi arrondi à 2. C'est pourquoi dans certains ouvrages, vous verrez n égale 4 PQ et carré. 4, c'est 2 au carré. D'accord. Pour un seuil de confiance de 90%, T égale 1,65. Et pour celui de 68%, T égale à 1. D'accord. Donc, lorsque notre seuil de confiance est égal à 95%, le plus souvent, donc le plus utilisé en marketing, T égale à 2. D'accord. Maintenant, E, c'est la marge d'erreur. La marge d'erreur dépend en fait du seuil de confiance. Lorsque j'ai un seuil de confiance en genre de 95%, je prévois une marge d'erreur de 5%. D'accord. P, on l'appelle la fréquence observée. P, fréquence observée, donc généralement égale à 50%. Sauf maintenant dans le cas d'une pré-enquête où le résultat peut varier. Donc je rappelle qu'une pré-enquête permet de tester l'acceptabilité d'un questionnaire avant son administration sur l'échantillon ou la population. Une pré-enquête donc est réalisée sur un sous-échantillon de 10 à 30 personnes. C'est pour tester l'acceptabilité du questionnaire. D'accord. Avant le sondage ou avant le recensement. Q, c'est la fréquence non observée. Q égale 1 moins P. Donc, voici comment déterminer la taille de l'échantillon dans une approche probabiliste ou aléatoire. Merci. J'espère que ça a été clair, chers amis. Je m'excuse, j'ai écrit très mal. Non, c'est très bien expliqué. Donc, n égale à T au carré fois PQ sur epsilon au carré. Donc, dans les cellules commerciales, comme M. Diouf vient de nous le dire, on prend le plus souvent T égale à 1,96, arrondi le plus souvent à 4, parce que le seuil de confiance est de 95%. Et E, c'est la marge d'erreur souhaitée. Voilà, merci. Merci, professeur. Merci. On passe au questionnaire. Je pense qu'il y a aussi d'autres méthodes. À part les méthodes probabilistes, il y a aussi les méthodes empiriques.
Ouais, les méthodes empiriques. Et entre autres méthodes empiriques, la plus utilisée au Sénégal dans les enquêtes commerciales, c'est surtout la méthode des quotas. La méthode des quotas. Ouais. D'accord. Ouais. Donc la méthode des quotas est la méthode la plus utilisée en général dans les enquêtes commerciales. Mais pour ce qui est des méthodes d'échantillonnage empirique, on a la méthode des quotas, on a la méthode des itinéraires. Là, on impose un itinéraire aux enquêteurs. D'accord. Pour éviter, bien entendu, le bidonnement ou autre qui peut provoquer des biais. Il y a la méthode du surplace. Lorsque la population est très dispersée, en général, on peut utiliser la méthode du surplace. Comme aussi, lorsque la population est très réduite, on peut utiliser la méthode des boules de neige. Des boules de neige. Donc, mais il y en a une dizaine. Mais voici les quatre les plus utilisés. D'accord. Nous sommes en pleine période électorale. Pour faire un sondage électoral, si on veut utiliser la méthode probabiliste, vous avez dit qu'on a besoin de tous les fichiers. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas le fichier, ils vont utiliser des méthodes non probabilistes. Ils peuvent se baser le plus souvent sur la méthode des quotas. Est-ce que c'est toujours fiable? La méthode des quotas quand même n'est pas fiable parce que les personnes que vous interrogez, vous n'êtes pas sûr qu'ils ont une carte d'électeur déjà. Donc vous ne pouvez pas vous baser sur la foule qui vous suit. Vous voyez? Donc, pour pouvoir faire une estimation, vous ne pouvez pas vous baser sur les sondages sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que, en fait, avec le digital aussi, il y a des limites. La personne n'est pas en situation réelle de vote. Deuxièmement, on ne sait pas si cette personne a sa carte d'électeur ou pas. Et si on posait avant le démarrage, est-ce que vous avez une carte d'électeur? Est-ce que ça suffirait? Le oui avec une preuve à l'appui. Et si la personne dit oui et fait comme moi, reste sur lui le jour de... C'est pourquoi souvent c'est pourquoi d'ailleurs on arrondit 1,96 par 2. D'accord. Pour un seuil de confiance de 95%, et c'est vrai, T, coefficient de la loi normale, est égal à 1,96 normalement, mais c'est arrondi à 2 pour faire ce qu'on appelle un redressement statistique afin de pallier aux non-réponses ou aux erreurs éventuelles. Ouais. Et que pensez-vous des sondages qui sont publiés ces derniers jours sur la prochaine élection? Des fois, on a un sondage où Macky gagne. Des fois, on a un sondage où Sonko gagne. Des fois, on a un sondage où Idi gagne. Quel est le bon sondage? À mon avis, le bon sondage, c'est celui-là qui s'appuie sur des données réelles. D'accord. Ces données réelles partent d'une base de sondage ou d'une population mère appelée fichier électoral. Est-ce que ceux qui font ces sondages-là ont accès au fichier électoral pour dire exactement les personnes qui sont interrogées, si elles sont éligibles ou pas? D'accord. C'est à cette condition-là qu'on pourra juger de la fiabilité. Mais dans les pays développés, les résultats des sondages sont très proches de la réalité. Tout à fait. Et pourquoi nous, on n'arrive pas à avoir ces... Je pense qu'en 2007, Salou Diop avait fait un travail extraordinaire dans ce domaine-là. Je me rappelle qu'on a commencé son temps, on était à l'Abo Marketing. Donc, on a participé à ces travaux-là. Et d'ailleurs, même un séminaire, une conférence a été au César, dans ce sens, où donc, les professeurs d'Ampoco et tous les spécialistes étaient conviés. Je pense qu'en son temps, l'Abo Marketing gérait le marketing politique même du candidat Idrissa Seck qui était passé en deuxième position. Et les résultats, effectivement, étaient très fiables. C'était presque la réalité. Oui, c'était presque la réalité parce que derrière, on avait une base de travail. C'était la liste électorale qui était publiée aussi. Je me rappelle aussi autant, il n'avait publié ses résultats qu'après les élections parce qu'il voulait respecter la loi qui interdisait la publication des sondages. Actuellement, on voit, est-ce que les gens ne font ce qu'ils veulent maintenant? Tout à fait. Donc il y a un peu de déontologie derrière quand même, il faut respecter la déontologie. Mais moi j'ai fait un sondage, je connais le prochain président de la République, mais je vais taire son nom. Bon ben, vous allez me montrer les résultats, peut-être au soir des élections. Juste après, je vais vous dire qu'il va gagner les élections du 24 février prochain. Monsieur Dugo, est-ce qu'on peut parler un peu de questionnaire?
quelques conseils à nos amis qui nous suivent et qui ne savent pas comment on rédige un questionnaire. Quelques conseils parce qu'il ne nous reste que quelques 5 minutes. D'accord. Donc, principe de base, dans le questionnaire, il y a question. Donc, dans un questionnaire, on pose des questions. Donc, on ne pose pas aussi n'importe quelle question. Les questions devront être des questions qui permettront donc de recueillir des informations permettant donc d'atteindre l'objectif de l'étude. Donc, quand je fais un questionnaire, je pose des questions. Maintenant, les questions posées, en général, ont un type et une forme. Dans un questionnaire, chaque question posée a un type et une forme. Donc, quand on raisonne questionnaire, on peut dire un questionnaire, c'est un support de collecte d'informations utilisé dans les études quantitatives, recensement ou sondage. On n'utilise pas un questionnaire dans le comptage. Un comptage permet juste de dénombrer. Maintenant, quand je fais un recensement ou un sondage, j'utilise un questionnaire. Donc, on reprend, c'est un support de collecte d'informations utilisé dans les études quantitatives. D'accord. Alors que le guide d'entretien est un support de collecte d'informations utilisé dans les études qualitatives, précisément dans des entretiens individuels directifs. Le questionnaire est quantitatif, le guide d'entretien est qualitatif. Donc, la deuxième salle. Ouais. Et puis, est-ce qu'il y a plusieurs types de questions? Oui. Donc, l'élaboration d'un questionnaire. Il y a quelqu'un qui demande de se prendre le vase. Ah, d'accord. L'élaboration donc d'un questionnaire, toujours, ou la rédaction de questionnaire, donc, consiste à poser des questions. Donc, dans un questionnaire, toujours, on pose des questions. Maintenant, chaque question posée a un type et une forme. Type et forme, d'accord. Chaque questionnaire posé, je ne dis pas tous les questions, mais chaque questionnaire posé a un type et une forme. D'accord. Maintenant, par exemple, on parle des types. Dit, consommez-vous Coca-Cola? Oui, non. Consommez-vous Coca-Cola? Oui. C'est le type. C'est le type. La forme? Oui, non. D'accord. Quelles sont les marques de boissons gazeuses que vous connaissez? Pointillé en bas. Voyez. Quelles sont les marques? Là, c'est le type. Pointillé, question ouverte, forme. Donc, type maintenant, pour ce qui est de type, il y a 4 types de questions. Question de connaissance, information générale. Quelles sont les marques de boissons gazeuses que vous connaissez? Quels sont les opérateurs de téléphonie que vous connaissez? Quels sont les plats sénégalais que vous connaissez? Ça, c'est les types. Maintenant, dans ce type, on est en face d'une question de connaissance, information générale. Les questions de connaissance sont complétées par ce qu'on appelle des questions de fait. Consommez-vous Coca-Cola? Question de fait. D'accord? Les questions de fait sont complétées par des questions de motif. Pourquoi avez-vous choisi Coca-Cola? Ça permet donc de connaître derrière ce qui pousse à l'intégration. Et enfin, il y a ce qu'on appelle les questions d'identification ou questions signalétiques. Donc, c'est des questions qui s'intéressent à la signalétique de l'enquêteur. Prénom, nom, adresse, profession, etc. Donc, dans un questionnaire, chaque question a son type. Sa forme. Type, question de connaissance, question de fait, question de motif, question d'identification. D'accord. Maintenant, les types sont complétés par des formes. Pour ce qui est des formes, il y a les questions ouvertes et les questions fermées. Question ouverte, ici, les réponses sont libres. C'est quoi en bas du type? On met des pointillés. D'accord, d'accord. Et la personne pourra remplir. Voilà. Là, c'est une question ouverte. D'accord. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle les questions fermées. D'accord. Maintenant, pour ce qui est des questions fermées, il y a les questions fermées à réponse unique. Donc, c'est des catégories. C'est-à-dire, les questions ouvertes, les réponses sont libres. Les questions fermées, les réponses sont assistées. Assistées par ce qu'on appelle des grilles de réponse. Maintenant, pour ce qui est des questions fermées, il y en a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les questions fermées à réponse unique. Là, il y a une seule possibilité de réponse. Consommez-vous Coca-Cola? Oui, non, la personne ne peut cocher que sur. D'accord. Et c'est vrai. Qui fabrique Coca-Cola? Là maintenant, une seule case, vous mettez la réponse à l'intérieur. Question. Savoir.
C'est vrai. Là, une seule cage à l'intérieur, une seule réponse possible. Donc, en général, je peux dire les questions à réponse unique peuvent être considérées comme réponse unique, les dichotomies et les fermées uniques. Vous considérez quoi? Oui. Merci, je sais. Voilà. Donc, il y a les fermées uniques, il y a les questions fermées multiples, QCM. Là, on peut cocher plusieurs. Là, on coche au moins sur 2 réponses. Donc, 2 ou plus. Les QCM, on les appelle questions cafétéria aussi. Cafétéria, d'accord. Si vous allez au cafétéria, café au lait, avec sucre, sans sucre, ouais, il y a plusieurs options possibles. D'accord. Donc, ça, c'est les QCM. Il y a aussi ce qu'on appelle les questions fermées échelle. C'est pour apprécier. Maintenant, dans cette, il y a 2 types d'échelles. Il y a Osgood et Likert. Donc, il y a les questions fermées numériques, lorsque la réponse ici est un chiffre. Il y a les questions fermées code. Donc, lorsque la réponse est un numéro de code. Il y a les questions fermées date, format jour, mois, année. Il y a les questions fermées image. D'accord. Merci, j'espère que ça a été très clair. Permettez-moi de saluer les gens qui vous suivent. Aïcha Ndongo qui vous regarde, Moussa Fassek depuis Italie, Moussa Vagnin depuis Kaolak, Pape Fall, Ndiambo Fall. Vous connaissez Ndiambo Fall? Je connais M. Professeur. Un grand ami aussi. Oui, Mamoudou Fall depuis Thiès. Pape, salut à vous. Ndeye Awadjad qui salue le meilleur de tous les professeurs. Merci, c'est cool. Merci. Le marketing est très transversal, hein, M. Sey. Zeyna Alisei, là j'ai validé, vous étiez avec le meilleur professeur ce soir. Pape Brando, professeur de droit depuis Thiès. Daouda Mané. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Monsieur Digo, on vient de voir les différentes formes de questions. Maintenant, une fois que le questionnaire est rédigé, on ne dira plus écrire un questionnaire, on rédige un questionnaire. D'accord. Une fois que le questionnaire est rédigé, est-ce qu'on peut passer directement à l'enquête terrain? Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le structurer. D'accord. J'ai élaboré mon questionnaire au brouillon, un draft ou un esquisse. Maintenant, l'esquisse, c'est juste un brouillon. Là, je dois structurer mon questionnaire. J'ai dit, dans le questionnaire, on rédige d'abord les questions en type et en forme. Les questions, une fois rédigées en type et en forme, doivent être structurées. Donc, dans la structure, pour une enquête en marketing, je respecte d'abord l'ordre des 4 P. Je pose des questions sur le produit, ensuite sur le prix, j'évacue toutes les questions en rapport avec la variable produit. Ensuite, on prend les questions en rapport avec la variable prix, après place, enfin convention. D'accord. C'est vrai. Maintenant, par rapport en fait au type de questions, on commence par les questions de connaissance, ensuite on introduit, on les complète par des questions de fait, après des questions de motif, enfin des questions d'identification. Ouais, par rapport aux questions d'identification, moi j'ai vu maintenant beaucoup de gens qui croient par les questions d'identification. Alors que moi j'ai toujours suggéré aux étudiants de terminer par les questions d'identification. Qu'est-ce que vous... Des fois, ça dépend aussi de l'étude, parce que ça dépend de l'étude des fois, mais l'idéal quand même, c'est de finir par les questions d'identification, parce que souvent, elles ont un caractère quand même un peu personnel. Donc, l'idéal, c'est de commencer par les questions en rapport avec le produit. Donc, au fur et à mesure, rassurer l'enquêteur, l'interviewé, pour qu'il comprenne l'intérêt de donner effectivement des informations. Donc on a les questions sont structurées. Là maintenant on a un questionnaire, on le teste d'abord ou bien on passe directement à l'étude? Donc on a élaboré notre questionnaire, il est structuré, on l'a rédigé, on l'a structuré. Maintenant il faut l'administrer. Avant de tester. Mais avant de l'administrer à l'échantillon ou à la population, il faut le tester. D'accord. Le test, vous l'avez dit tout à l'heure, ça permet de vérifier. C'est ça qu'on appelle la pré-enquête. La pré-enquête, d'accord. Maintenant, pour administrer, quelles sont les différentes méthodes d'administration? Est-ce qu'on a toujours besoin de faire du face-à-face? Non, en fait, pour ce qui est des méthodes d'administration de questionnaire, donc on ne va plus dire poser un questionnaire, mais on va dire administrer un questionnaire. Donc, il y a des méthodes d'administration de questionnaire. Entre autres méthodes d'administration de questionnaire, il y a ce qu'on appelle les méthodes d'administration de questionnaire avec enquêteur. Là, ça nécessite forcément la présence d'un enquêteur. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle des méthodes d'administration sans enquêteur. Auto-administré, donc. Ouais. D'accord. Pas forcément aussi. Pas forcément. Donc, pour ce qui est des méthodes d'administration avec enquêteur, on peut, par exemple, retenir le face-à-face à domicile. Donc là, je vais au domicile de l'enquêté,
ou bien à son lieu de travail. Ou dans la rue. Voilà, non, on a dit face à face à domicile. À domicile. Ça, c'est la première méthode. D'accord. Donc, on utilise un face à face à domicile quand, en général, le questionnaire est un peu long. D'accord. Quand il est un peu lié à l'intimité. D'accord. Quand il doit faire appel à la mémoire, quand la personne doit se remémorer. D'accord. Là, j'utilise le face à face à domicile. D'accord. Quand je veux vérifier, vous voyez, l'information. Parce que aussi, des fois, il peut y avoir un écart entre le verbal et la réalité. Donc, deuxième méthode, le face à face dans les rues et places publiques. D'accord. Donc, c'est tout à fait le contraire du face à face à domicile. Un questionnaire très court, n'est pas lié à l'intimité, etc. Et enfin, la troisième méthode avec enquêteur, c'est la voie téléphonique. Donc, je reste ici, je compose des numéros et j'appelle. Voilà. D'accord. Donc, ça, c'est les trois méthodes d'administration avec enquêteur. Maintenant, derrière, il y a ce qu'on appelle les méthodes d'administration sans enquêteur. Donc, entre autres méthodes d'administration sans enquêteur, on peut utiliser la voie postale qui est de moins en moins utilisée, qui était utilisée surtout en business to business. Donc, mais la voie postale est de moins en moins utilisée. Donc, il y a les méthodes aussi sans enquêteur via Internet. Donc, ce qu'on appelle la télématique aujourd'hui. Donc, avec l'avènement du 2.0, on a la possibilité non seulement d'envoyer par mail, mais via les réseaux sociaux. Aussi. Qui se voient et d'avoir des informations à temps réel. Donc, entre autres méthodes sans enquêteur, il y a donc ce qu'on appelle la voie postale, il y a la télématique. Donc, on utilise effectivement Internet. Voilà, M. Dugo, nous venons de faire 1h10 de live. 1h10. Je crois qu'on ne peut pas tout terminer aujourd'hui. On va s'arrêter là, chers amis. Et nous donnons rendez-vous à M. Dugo à très bientôt. Merci. Il va revenir. Des fois, il sera seul ici. Moi, je reste là-bas derrière la caméra pour cadrer. Merci, M. Dugo. Merci, chers internautes. Un dernier salut à ceux qui nous tous. On a Khadijatou Diédou, Kassoumay, Mariam Diallo, le meilleur professeur, oui, il a raison. Doudou Mané, merci Doudou. Doudou dit que c'est très clair. Merci tout le monde. Donc je rappelle qu'on était avec M. Dugo, il est aux couleurs d'Abdoulaye Wade. J'espère qu'il ne va pas voter Karim Wade. Vous êtes dans le marketing des couleurs. Bon, mais écoutez, non, je préfère ne pas décliner l'identité politique. Ouais. Mais c'est vrai que le marketing est très transversal. Oui, le marketing des couleurs, quand même, est une composante très déterminante. Je pense que ça peut faire l'objet même d'un live. Donc, M. Dugo va revenir très bientôt pour nous parler peut-être de CRM 360, mais également de marketing digital. Et nous vous donnons rendez-vous après les élections. Merci. On avait prévu, peut-être, il y a un professeur sec de l'université qui va passer demain pour parler de comment réussir son entretien. Mais on verra si c'est possible de sera là. Sinon, on vous donne rendez-vous juste après les élections. Donc, restez connectés. M. Dugo, vous avez un dernier mot pour ceux qui nous suivent. En tout cas, merci à tous. Merci infiniment. Je pense que des émissions comme ça, du genre, sont à saluer. Je tiens également à préciser que nous sommes de modestes enseignants, consultants en marketing. Mais comme je dis, en marketing, on ne peut pas être bon partout, ce n'est pas possible. Il y a des domaines où, quand même, où on peut être à l'aise et d'autres domaines où on peut ne pas l'être du tout. Je pense que 2 ans derrière, ou un an et demi derrière, j'étais un analphabète du marketing digital. Mais là maintenant, on l'a bien. Mais bon, il faut toujours tendre vers la perfection. Et derrière, c'est vous qui nous mettez la pression aussi, parce qu'il y a une image quand on l'a. On est obligé forcément de se perfectionner, de s'améliorer, donc pour répondre aux attentes. Donc comme on dit aussi en Wolof, Tassiakar. Merci M. Seck. Merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut Khalifa Diaby. Merci Khalifa, je vous attends, Adel Latouf. Merci à vous tous. Je rappelle que j'étais aujourd'hui avec mon grand frère, le grand professeur, comme les gens m'ont dit dans le commentaire, le plus grand professeur de marketing. C'est trop bien. Et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt. Il sera là, il va revenir. Il est chez lui, vraiment lui.
Je suis son disciple, voilà, voilà le mot. Merci, Merci, professeur. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.